Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut à toi, ami poloïste, et bienvenue dans ce nouvel opus. Prépare ta serviette car cette semaine on a traversé l'Europe à la nage. Oublie le jet lag, on a le bilan de la Champions League et de l'Europa Cup qui ont fait l'effet d'une grosse vague. Alors tu as manqué les matchs ? T'inquiète, on a tout vu pour toi. On te décortique l'Olympiakos qui a non seulement dominé Budapest, mais qui leur a fait une démonstration de force à la limite de l'insolence. Bref, ils les ont noyés. Et puis, tiens-toi bien, parce que Marseille a fait le taf avec une victoire monumentale contre le grand Barceloneta. Un match où tu as vu des coups de génie, mais aussi des trucs qui te font dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» On analyse ça au microscope. Et on rentre à la maison pour te parler des championnats nationaux. On va te donner notre avis sans filtre sur les performances et surtout sur le derby de la région héroltaise qui a fait parler Montpellier contre Sète. Un vrai match de quartier où chaque but a compté double. Alors si tu veux tout comprendre des résultats de cette semaine, c'est simple, arrête de te noyer dans les rumeurs et écoute La Pointe, c'est tout de suite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Pour ce 12e épisode, programme extrêmement chargé puisque c'était une semaine européenne, donc avec la Champions League et l'Europa Cup pour commencer et des matchs aussi avancés, notamment un, puisqu'on avait le derby Sète-Montpellier, on y reviendra un peu plus tard. Et ensuite, on avait les 3 championnats principaux nationaux qu'on débriefe régulièrement, donc élite masculin-féminin et National 1. Donc beaucoup de matchs, beaucoup de résultats à vous communiquer. On attaque tout de suite par la Coupe d'Europe. Premier match de cette Champions League, donc qui débutait mardi soir, et on avait donc un premier match qui opposait les Budapest Vajas à Olympiakos, le Pirée des Grecs, et victoire aisée des Grecs 15-5 dans une démonstration de water-polo. L'équipe entraînée par Elvis Fatovic, l'ancien entraîneur de Barceloneta. Et dans ce match, on a eu 2 très bons gardiens, notamment le gardien grec en priorité, puisqu'il est à plus de 77% de réussite, qui a été de tous les instants pour contrôler la défense de son équipe. Et Olympiakos, extrêmement agressif en défense, extrêmement mobile avec un pressing très haut et un retour très rapide à la pointe. Dans ce match, j'ai découvert un joueur, le numéro 8, Dimou, qui a, avec 2 tirs d'une extrême rapidité, a transpercé le gardien hongrois et de très beaux tirs. Et j'ai beaucoup aimé dans ce match quand même l'équilibre de l'équipe grecque qui est vraiment posée, qui dégage une sérénité assez incroyable. Et pour revenir sur le gardien grec, qui a débuté son match assez fortement puisque dès la première action, en fait, il arrête le premier penalty. Et donc du coup derrière, il a pu faire un excellent match. Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi dans ce match ? Quelques coups de sifflet un peu étranges de Margeta, le Slovène, là, j'ai pas bien compris. Ensuite, en deuxième période, on a quand même eu 4 minutes sans but des 2 côtés. Et des magnifiques revers du numéro 11 de Olympiakos en pointe, qui a été très bon dans ce match. Et Vajas, qui a vraiment manqué de solutions offensivement, qui a cherché surtout des exploits individuels. Alors c'est vrai qu'à l'Olympiakos, il y a quand même 2 clients à la pointe, que ce soit Kakaris ou Nikolaidis. D'ailleurs, le numéro 11, c'est Nikolaidis. Vraiment un match très plaisant malgré l'ampleur du score par rapport pour Olympiakos et Vajas qui n'a pas réussi à rééditer sa belle performance contre Radniki et Vajas entraîné par un ancien joueur serbe en pointe, Nikic, tu me confirmes ça Frédéric ? Très bon match pour commencer cette soirée européenne. Ouais Christophe, écoute, on avait quitté, comme tu l'as dit, le Vasas sur alors c'est une défaite, mais assez prometteuse quand même à Radniki. On connaît les ambitions de Radniki et sa cohorte de joueurs serbes médaillés d'or olympiques. Donc ils avaient débuté leur campagne d'une courte défaite 17-16. De son côté, Olympiakos avait
avait bien passé l'obstacle Mladost, qui est un client aussi 13-9 à la maison. Donc j'étais assez impatient de voir un petit peu cette rencontre. Et puis ça a été une claque monumentale, un 15-5 à la maison. Ça fait mal, tu l'as dit. Le grand artisan Césaire Devas, le gardien grec, 77% à 17 sur 22, ce qui est quand même exceptionnel à ce niveau-là, surtout quand on connaît la qualité des shooters hongrois. Et puis ensuite, voilà, un scoring assez partagé. Il y a 9 buteurs différents du côté d'Olympiakos. Olympiakos qui présente donc la particularité d'avoir que deux étrangers, les deux Hongrois, Daniel Angial et puis Zalanki. Tout le reste, c'est des Grecs, donc ça montre quand même la très bonne santé du polo grec. Et puis, écoute, 15-5, la messe s'était dite fin de deuxième, il y avait déjà 8-2. Puis voilà, 5-3, 2-0. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais Olympiakos, je vais pas dire se réinstalle, mais ils ont fait une saison mi-figue mi-raisin européenne l'année dernière, en tout cas. Et puis cette année, écoute, ils sont candidats à la première place de leur groupe, et je pense qu'ils iront quand même assez loin dans cette compétition. L'objectif avoué étant évidemment le Final Four. Oui, et puis s'ils continuent à garder le jeu proposé là sur ces 2 premiers matchs, je pense qu'ils ont effectivement des bonnes chances de s'y retrouver en fin de saison. On passe au deuxième match de cette soirée. Donc Jadran Split accueillait les Serbes de Novi Beograd et victoire à l'extérieur également, 10-7 pour les Serbes. Un match aussi très plaisant à regarder. Malgré la domination de Split dans le premier quart-temps, Belgrade a réussi à revenir et à concrétiser ses actions avec une bonne pointe aussi du côté de Belgrade. J'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un très bon match. Donc c'est Perkovic, voilà, que j'ai trouvé très bon dans ce match-là. À nouveau, pareil, un peu comme dans le match précédent, plus de 4 minutes sans but, bien aidé par Glusac, qui fait encore un très gros match côté Belgrade, donc il aide bien son équipe dans le but. Il y a eu énormément de contre-fautes dans ce match et beaucoup de poteaux pour Split, donc ça les a pas aidés à rester devant et à gagner ce match. À la fin, Belgrade qui s'impose en remportant les 3 dernières périodes, deuxième, troisième, quatrième, et qui fait que après un 3-3 sur la première période, il s'impose dans ce match. Tu l'as bien souligné, hein, il y a deux stats importantes. Biac, qui est à 33% dans la cage. On donne souvent le pourcentage des shooters, mais il faut s'intéresser aussi évidemment au pourcentage des gardiens. Pendant que dans le même temps, Milan Glusac, comme tu l'as dit, fait le double, 65% d'arrêt, ce qui est quand même assez... alors 77 de Zerdevas, c'est de la science-fiction, mais déjà 65%, t'arrêtes 2 tirs sur 3, c'est assez important. Et puis Belgrade, qu'on avait quitté sur un -4, pas du tout infamant contre Reco, écoute, va l'emporter à Split dans un match très important pour eux, pour la qualif. Il faut évidemment pas se retrouver à 0 points en bout de 2 journées, parce qu'après ça évidemment, ça complique grandement les choses. Mais écoute, victoire en terre croate, très importante pour Novi Beograd, dont on sait, même s'ils ont été finalistes l'année dernière, que l'équipe a été grandement remaniée, je vais pas dire à la baisse, mais quand même, ils ont perdu des joueurs majeurs. Et écoute, victoire très importante et méritée, logique, j'allais dire, de Belgrade à l'extérieur. Oui, on en avait déjà parlé un peu, mais bon, je trouve que dans ces équipes-là, même si elles sont, il y a beaucoup de mouvements dans ces équipes-là, elles sont toujours là, quand même présentes, et même si Parce que voilà. t'as un vivier derrière, et puis tu remplaces un peu des joueurs, tu fais monter des joueurs de 17, 18, 19 ans, et puis ils prennent la place. Et comme la formation dans ces pays-là est majeure et bonne, tu sais que tu seras pas dépourvu si tu perds des joueurs. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en magasin derrière, t'as des jeunes qui sont prometteurs, et qui c'est l'éternel cycle et l'éternel recommencement. Et les Serbes dans ce domaine-là sont à la pointe. Donc voilà, j'allais dire, ils peuvent remplacer comme ça des joueurs par d'autres sans que ça se voit trop. Ouais, typiquement, je trouve que Gladovic, qui reste un jeune joueur, on le voyait un peu moins l'année passée. Là, avec les changements, il prend un peu plus de place, et là, il a été important dans la victoire des Serbes. Donc malheureusement pour Jadran, ça fait 2 défaites, et que il va falloir dans ce groupe-là qui est, on sait, difficile, même si je pense quand même globalement tous les groupes sont assez difficiles. Peut-être un peu plus simple celui de Marseille, on y reviendra. Mais Jadran, voilà, avec 2 défaites qui compliquent un peu ses chances d'avancer au tour suivant.
difficile, je pense, statistiquement, historiquement, difficile de s'infiltrer dans les 2 premières places en ayant démarré avec 0 points sur 6 sur les 2 premières journées, parce que on estime que pour se qualifier, il faut, allez, on va dire 9 points, 10 points. Il en faut, on va dire, quasiment 12 pour être premier et 9-10 pour être deuxième. Donc, quand on a déjà 0 en 2 matchs, il faut que tu aies cherché 3 victoires, voire 3 victoires, un nul derrière. Ça se complique quand même grandement. Et Gladovic, dont tu parles, hein, il a 19 ans. Donc, il fait partie aussi de ces joueurs-là, qui sont apparus l'année dernière sur la scène à 18 ans et puis maintenant qu'en ont 19 et qui prennent de la place, de plus en plus de place. C'est des pays où on n'a pas peur de lancer dans le grand bain des jeunes depuis des années et des années. Ouais, ça se confirme. Troisième match de cette soirée, donc et avant-dernier match donc de ce mardi soir, on avait un Pro Recco contre le Jadran Ecernovi, donc Monténégro. Et là, sans surprise, hein, je dirais, Pro Recco qui s'impose facilement 16-7 après avoir mené quand même à la mi-temps 8-2. Voilà, ça faisait un an qu'on les avait pas vus en Champions League. Ils sont de retour, 2 matchs, 2 victoires, belle performance, hein, donc ils mettent KO le Jadran Ecernovi. Malgré que c'est eux qui avaient ouvert le score, mais derrière ils se prennent 5 buts consécutifs, donc on a eu un Alvaro Granados et un Luc Pavillard des grands soirs, qui ont permis à Pro Recco de virer facilement à la mi-temps 8-2, et puis derrière on sait la force des Italiens dans ce genre de match, et il y a de fortes chances aussi qu'on les retrouve dans le dernier carré, sauf si peut-être avec Ferencváros ils s'affrontent au préalable. Alors écoute, là, il y a une stat que j'ai, je crois, jamais vue dans un match de polo, c'est que le gardien, le pauvre Lazar Andrich, que l'on connaît il officiait à Montpellier l'année dernière, je crois qu'il est à 0%, puisque Granados fait 4 sur 4, Canella fait 3 sur 3, Duric 1 sur 1, Presciuti 1 sur 1, Pavillard, comme tu l'as dit, 2 sur 2, le gaucher, Yoki Grata 3 sur 3, Condemi 1 sur 1 et Francesco Cassia 1 sur 1. Donc tous les joueurs de Recco sont à 100%, ce qui fait que malheureusement pour lui, le gardien c'est rare quand même une équipe qui mette des deux côtés. Qui fasse 16 sur 16, c'est du jamais vu. Et donc écoute, il y a aucun shoot italien qui a réussi soit à être bloqué par le gardien. Donc 16 sur 16, c'est assez impressionnant. Di Fulvio n'est pas sur la ligne de stats, donc ni Fondelli. Donc ouais, c'est du Recco classique contre une équipe bien moins forte quand même, bien moins forte qu'eux. Il y a des bons joueurs, hein, Merkulov, Kolod, tout ça, Lazic. Donc c'est bon, mais c'est pas assez fort pour pouvoir rivaliser avec Recco. Et donc Recco, écoute, enchaîne deuxième victoire de rang dans cette Champions League, complètement logique. Alors c'est une stat assez surprenante en effet, mais elle est aussi inversée puisque côté Jadran, en fait ils sont à 7 sur 8. Il y a que Merkulov qui a tiré une fois et qui a dû justement pas cadrer son tir, puisque Nicosia est à 0 sur 7. Alors malgré cette statistique, pour le match précédent notamment, j'en avais pas parlé, mais je comprends pourquoi Nicosia a fait le mouvement de Savone à Recco, parce que en tout cas sur le premier match, il était quand même assez impressionnant. Donc je trouve que c'est vraiment un bon gardien Disons que côté Christophe, Recco, quoi. en fait, le mouvement, j'allais dire, c'est pas lui forcément qui l'a initié. Le mouvement, c'est que Del Longo plutôt a pas été conservé par Recco. Donc Del Longo, qui a dû jouer 4-5 saisons à Recco, n'était pas conservé. Ça doit être un 90. Del Longo doit avoir 35 ans. Et puis la logique voulait que tu prennes à peu près le même, mais avec 10 ans de moins. C'est pour ça qu'ils ont pris Nicosia, et qui est évidemment un bon gardien, hein, qui est le gardien de l'équipe nationale avec Del Longo. Écoute, assez bizarre. Les gardiens n'avaient pas envie de trop s'interposer sur ce match-là. 100% pour Recco, 90% quasiment pour Jadran. Ça nous a donné un match offensif. Bon, après, on ne sait pas si effectivement il y a peut-être une erreur dans ces statistiques, mais en tout cas, c'est celle qu'on a. Quatrième et dernier match donc de cette première soirée, et là un petit coup de tonnerre du côté de la Roumanie, où Oradea s'impose facilement 14-7 contre Primorac Kotor, les Monténégrins. J'ai vu ça assez récemment, donc Oradea qui est entraîné par l'ancien entraîneur de Marseille, de Tourcoing, de l'équipe de France, donc Kovacevic, et là Oradea qui met un grand coup là sur la scène européenne, avec une très belle victoire, et
en commençant très fort leur match puisqu'ils menaient 4-1 assez rapidement et puis ensuite voilà, ils ont maîtrisé ce match-là, maîtrisant les zones plus en faveur de Primorac et du coup qui fait cette première victoire importante. Alors au-delà de la victoire, c'est l'ampleur, hein, 14-7. Kotor, on avait dit que c'était une équipe qui était toujours un petit peu difficile à jouer, qui perdait des matchs, mais qui était accrocheuse. Et là, quand même, je m'attendais déjà pas à une victoire, mais 14-7, c'est une tôle, hein, quand même, à ce niveau-là. Donc, on salue Pétard. Je sais pas s'il nous écoute, mais on le salue. Écoute, Oradea qui bouleverse un petit peu les cartes dans cette poule-là et qui met une petite fessée à Kotor. C'est toujours important, quand même, au-delà de la victoire, de mettre un écart, parce que si ça doit se jouer sur le goal average, c'est le goal average particulier qui compte. Et un +7 dans la besace, je les vois pas quand même aller perdre de 8 buts à Kotor. Donc, Oradea signe une copie quasi parfaite sur ce match-là. Ouais, bien aidé donc par son buteur là sur ce match-là, Gusarov Ivan avec 4/6 quand même et accompagné de Gardasevic Philippe, le frère de Martin Gardasevic qui joue à Strasbourg et aussi le Roumain Oltean Sébastien aussi avec 3 buts pour les principaux buteurs. Et le joueur que tu aimes bien côté Kotor, Inaba, le japonais qui fait un 2/5, qui est le meilleur buteur de son équipe avec Vico Nemantia. Non, il faudra. Moi, je regarde les résultats des Coupes d'Europe à l'aune des équipes nationales. Les Roumains, le Dynamo de Bucarest avait fait un bon résultat la journée d'avant. Là, on a Oradea, le Steaua est là. Donc, c'est des équipes avec lesquelles il va falloir que la France, nos petits bleus, bataillent. Donc, je regarde toujours ces résultats en Coupe d'Europe des Roumains pour voir un peu où ils se situent. Et c'est vrai que c'est vrai que ça, les Roumains ont été à un moment donné un petit peu dans le creux. Et puis, là, Bogdan Rat a pris l'équipe nationale. Je trouve que ça se relève. Et il faudra suivre ces résultats-là parce que les Roumains risquent de on va croiser le route. On avait perdu à Oradea en Coupe du Monde. Et là, il faudra batailler avec eux. Donc, intéressant de regarder ces résultats-là qui sont des résultats croissants. Ouais. On verra s'ils arrivent à reproduire, mais en tout cas, ils marquent leur premier point après avoir perdu lourdement leur premier match. Et ben là, ils ont su rebondir et gagner contre Kotor, quand même une équipe assez rodée aux joutes européennes. On avait donc une deuxième soirée le mercredi et pour commencer, on avait les Croates du Mladost Zagreb qui accueillaient Radniki. Et là, j'ai regardé le match, je me suis régalé. Un match d'une précision dans les passes, dans les tirs. Franchement, un régal, donc ponctué par ces 32 buts dans un duel fratricide où les équipes se sont vraiment rendues coup pour coup, un coup toi, un coup moi, un coup je passe devant, un coup je reviens, Mlados qui réussit un peu à reprendre 2 buts, mais Radniki qui revient, qui égalise 2 fois, et puis après Mladost, il repère de 2 buts, ils mettent un 3-0, il repasse devant. Dans ce match-là, on avait des anciens Marseillais, de chaque côté, qui sont tous les deux capitaines de leur équipe. Donc côté croate, on a Vukicevic, donc qui est le capitaine, et de l'autre côté, on a Perlajnovic, qui est aussi le capitaine. Donc tous les deux ont fait un bon match. On a eu un très bon Bukic qui marquera le but de la victoire sur la dernière zone plus après un temps mort. Fils, il me semble quand même de Bukic. Alors j'ai plus son prénom en tête du papa, mais Perica, qui a joué très Perica, longtemps à Mladost aussi. Hein. Perica Bukic, je fais une parenthèse, mais champion olympique à 18 ans. En 84 à Los Angeles, double champion olympique à 22 ans ils remettent le couvert à Séoul. Dans l'intervalle, il est champion du monde en 86 à Madrid. Donc ce garçon à 22, le championnat du monde à l'époque, faut rappeler quand même que c'était tous les 4 ans. Donc à 22 ans, il est double champion olympique et champion du monde. Ensuite, les événements ont fait que la Yougoslavie s'est déchirée et les équipes ont été exclues. Et le père revient en 96 à Atlanta pour décrocher l'argent dans ce fameux match contre l'Espagne. Donc une légende du water-polo qui a été président de la fédération de Croatie et puis qui est un monument qui a aidé aussi, qui était président de la fédération de Croatie quand la Croatie a été championne olympique en 2012 sous les ordres de Ratko Rudic. Donc oui, le fils et la fille, Petra Bukic, jouent aussi au water-polo. Enfin, ne joue plus, mais a joué. Et donc Luka Bukic
a essayé de marcher sur les traces de son père, a une médaille d'argent olympique, 2 médailles d'argent olympiques. Donc il lui manque l'or olympique, mais un bien beau joueur aussi et un bien beau nom dans l'histoire du water-polo. Ouais, bah là, il s'est bien illustré dans ce match. Il a été très bon. Après, on a eu Kharkov aussi là, qui a été bon, là, qui marque 2 buts très importants et puis des très beaux buts. D'ailleurs, Vukicevic aussi en met vraiment un magnifique. Je sais plus si c'est en 3e ou 4e période là, mais un tir splendide. Je pense que vous pouvez peut-être retrouver ce match si vous voulez vraiment voir un beau match de water polo. Allez-y parce que c'était vraiment très bien à regarder. Et aussi, j'ai vu un très beau, alors je sais pas comment ça se prononce, mais je dirais Verlich. Verlich qui, à 7 secondes de la fin, scelle la victoire justement du Mladost et qui a été très bon dans ce match-là. Bon, pour Radnicki, on a quand même 9 pertes de balles dans ce match contre 2 côté Mladost, donc qui a peu contribué peut-être aussi à donner l'avantage à Mladost dans un match extrêmement sanctionné par les arbitres. Hein. On a quand même 20 exclusions pour Mladost contre 19 côté Radnicki. 19 arrêts aussi contre 10 pour les gardiens. Et 4 joueurs à 3 fautes côté Radnicki à la fin contre un seul côté Mladost, donc énormément d'exclusions et énormément d'exclusions au niveau de la pointe avec et sans ballon, beaucoup sans ballon dans ce match. Donc les pointes qui ont fait un très très gros travail pour donner toutes ces zones plus. Et voilà, Perlanovic aussi côté serbe qui ne sort parce qu'il prend que 3 fautes. Ou sinon il sort pas. Et à 2 minutes de la fin, voilà, c'est lui qui est exclu. Et enfin voilà, enfin franchement, enfin je me suis régalé à regarder ce match. Non, mais quand tu parles des exclusions en pointe, tu prends un gars comme Verlich, qui est, alors qu'on se méprenne pas sur mes propos, c'est pas du tout irrespectueux ce que je vais dire, mais qui est un animal. Verlich, ça doit faire 2 mètres 130 kilos. Tu peux pas faire le tour. C'est un tonneau et donc, bah ouais, tu peux. Si tu choisis de défendre un peu au pressing, une fois qu'il a la position, c'est impossible de la regagner, la position, à part peut-être pour des mecs comme Ivovic à l'époque, mais Verlich, c'est vraiment un tonneau. Donc je suis pas surpris de ces exclusions-là. Mladost qui a fait un vrai travail de recrutement, hein, qui a une vraie équipe. Hein. Alors ils ont perdu Fatovic il y a 2 ans déjà, mais ils ont Luka Bukic, Lazic, Nagayev qui est un vrai bon joueur aussi, Kharkov, l'ex russe naturalisé croate, qu'on fait revenir à la maison Vukicevic, qu'on Longchar. Ils ont une équipe ambitieuse. Ils ont ce gardien Marcelic qui leur permet avec ses 42% d'arrêt. La différence, ça se fait aussi sur le gardien, hein. 42%, alors que de l'autre côté, même s'il a essayé de changer de gardien, ils sont à 28. Donc tu vois, dans un match à 2 buts, quand t'as un gardien qui fait 42 et l'autre 28, t'as ta réponse. Et écoute, la pléiade de stars serbes a pas réussi à s'en sortir et Mladost confirme ses ambitions. Il leur fallait gagner à tout prix ce match-là. Ils avaient perdu à Olympiakos. Les Olympiakos ayant déjà 2 matchs de victoire, ça va se jouer vraisemblablement. Bon, ça va se jouer entre ces trois-là, mais je vois quand même Olympiakos se passer sans encombre. Et écoute, Mlados se devait de battre Radnicki avant d'aller jouer à Radnicki en essayant de ramener un résultat de là-bas. Et puis le Vasa s'est déjà un petit peu décroché quand même. Donc la 2e place devrait se jouer entre ces 2 équipes-là. Il fallait à tout prix que le Mladost l'emporte à la maison. Sinon, ils hypothéquaient grandement leur chance pour la suite. Ouais, une première période 5-5, hein, et du coup l'entraîneur serbe qui dès la première période, compte tenu de ce score-là, a fait le choix tout de suite de changer de gardien. Donc au bout de la fin de première période, il a changé et du coup le deuxième gardien a fait les 3 autres périodes. Donc c'est assez rare aussi de changer son gardien comme ça tout de suite. Deuxième match de cette soirée, beau match en perspective, même si tu nous l'as dit de nombreuses fois Frédéric, Brescia n'est plus le Brescia d'avant, mais en tout cas, qui recevait donc le champion en titre Ferencváros et qui a perdu uniquement donc 17-21 contre les champions en titre, malgré un démarrage plus que compliqué pour les Italiens. Ils ont su revenir dans le match et on a eu aussi un match extrêmement prolifique en but, hein, puisqu'on en a 38 et un beau match aussi qu'il fallait suivre avec l'ancien Strasbourgeois Popadic qui fait 3 sur 8 dans ce match-là, accompagné de Dolce 4 sur 6 côté italien, et on a
un des joueurs que j'aime beaucoup. Donc on a Manertz avec 3/6 pour les principaux. Fekete, je sais que tu l'aimes bien, le jeune Fekete 4/4, et on a quand même Argyropoulos, hein, qui a été la bête noire pour les Italiens dans ce match, qui fait 7/7 quand même. Alors oui, Brescia n'est pas je confirme que Brescia n'est pas le Brescia d'avant, mais ça reste quand même une équipe compétitive. T'as toujours un petit peu j'allais dire les anciens, Alesiani, tu l'as dit, Dolce, mais ils ont perdu quand même des joueurs très importants. Ce qui n'empêche pas que les Italiens travaillent bien, sont toujours, comme je le dis, organisés. Tu mets rarement 10 buts à une équipe italienne, rarement, voire jamais. Donc même quand ils sont moins bons, ils ont un jeu qui leur permet quand même, malgré tout, de surnager. Ils font -4 à la maison, ça a rien d'infamant. J'ai quand même sur la feuille de match, il y a quand même un élément à noter, c'est qu'il n'y a pas Mandic. Hein. Mandic, quand même, on sait un peu la menace qu'il représente, et puis il passe quand même très très rarement à travers. Écoute, il a été bien relayé, hein, Argyropoulos 7/7, ce qui est exceptionnel. Fekete, Manners, enfin les joueurs, j'allais dire habituels, et puis les Hongrois qui sont quand même toujours dans ce polo un peu champagne, qui préféreront toujours marquer un but de plus qu'on en prend un de moins. Donc ça fait toujours des oppositions assez, comme tu l'as dit, prolifiques en but, à notre plus grand plaisir. Et écoute, à son train, Ferencváros qui évite l'écueil Brescia, et puis qui continue sa petite croisière vers la qualif pour le deuxième tour. Ouais, et puis on aurait pensé dans ce match que Ferencváros allait dérouler, hein, puisqu'il démarre quand même avec un 5-0, avant que effectivement Brescia réussisse à recoller 5-2 à la fin de la première période. Ils reviendront même à 5-3, hein, et donc ils ont fait un 3-0. Et à la mi-temps, ils étaient qu'à -3, 10/7. Et puis ça s'est perpétué tout au long du match. Et Ferencváros qui a géré. Hein. On sait que voilà, ils ont l'habitude de ces matchs de très haut niveau. Voilà, on a signalé les confrontations notamment à Recco, la Supercoupe qui a été remportée par Ferencváros au tir au but. Voilà, donc les deux grosses cylindrées, Recco et Ferencváros, ont fait le boulot. Et Brescia, malgré ses 17 buts, n'a pas réussi à s'imposer, mais par contre, effectivement, c'est quand même ça reste un petit exploit de marquer 17 buts contre Ferencváros, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le feront. Et Brescia qui finit les deux dernières périodes en perdant 11-10 seulement. Hein. Donc ils ont été, à part la première période, le -3, le -4 général se traduit par la dernière période qui est à -3. Mais derrière, ils ont été, effectivement, comme tu le dis, à juste titre, ils marquent 17 buts. Bon, après, je te dis, les Hongrois, des fois, ils ont cette espèce de truc où c'est un peu les Brésiliens du polo. Ils veulent marquer. C'est des attaquants, prise de risque en attaque et tout ça. Ils ont une marge parce qu'ils savent quand même qu'ils sont au-dessus. Mais Brescia part à rougir, et une bien belle soirée de polo où les amateurs de jeux d'attaque ont été servis. ouais, Di Somma qui rencontrait son ancienne équipe, puisqu'il avait joué à Brescia il y a quelques années aussi. Avant de passer au match qui nous intéresse le plus, on reste dans la poule de Marseille, et on avait donc Hanovre qui recevait Sabadell. Et coup de tonnerre aussi, alors pas de la même ampleur que Oradea, mais Hanovre qui remporte sa première victoire en phase de poule depuis 2023. 727 jours sans avoir gagné un match en Champions League. Et donc là, qui s'impose contre pas n'importe qui, hein, quand même, les Espagnols de Sabadell. On sait que Sabadell a quand même quelques ambitions, même si leur équipe a pas mal changé. Et Sabadell qui, dans la prochaine confrontation de Marseille, puisque Marseille recevra Sabadell lors du prochain match, je crois que c'est le 12 novembre, si je dis pas de bêtises, donc j'en profite. Sabadell, qui est tombé après avoir fait un très bon début de match, mais Hanovre qui s'est enflammé en infligeant, je crois, un 4-0, et qui réussit à passer ce match, et tout content de remporter ce premier match à domicile. Ouais, celle-là, on l'avait pas trop vu venir, même si ça restait possible. Hein, Sabadell, c'est une belle équipe, mais c'est pas non plus du top 6 européen. On l'avait pas vu venir, et puis alors d'abord, ça valorise grandement la victoire de Marseille dans un premier temps. Le 20-9 n'était pas si facile que ça. Il n'y a pas de plus 11 en Champions League facile. Hein. Tu regardes les scores, il n'y en a pas eu de plus 11. Donc, ça valorise la victoire du cercle. Et puis, ça les arrange bien aussi en plus parce que
On verra après le résultat de Marseille à Barceloneta. Et puis, ça enlève des points importants à Sabadell, si tant est que Sabadell avait pu menacer Marseille. Écoute, une défaite à Hanovre, donc il faudra bien prendre en considération tout le monde dans cette poule-là. Et puis, comme tu l'as dit, hein, il fallait qu'ils ouvrent leur compteur un jour ou l'autre. Hanovre, ils n'allaient pas rester pendant 8 ans sans aucune victoire. Et puis, ils le font de belle manière contre Sabadell, avec un début de match qui était pas terrible, hein, -3 fin de première. Et puis, petit à petit, ils ont grappillé. Ils gagnent la deuxième période d'un but, la troisième d'un but. Donc, ça leur permet d'être à -1 début de quatrième. Et puis, écoute, ils gagnent cette dernière période 6-3, ce qui leur permet de finir à +2. Et c'est minant quand tu match après match, quand tu perds, etc., tu penses que la défaite devient logique, que tu l'attends presque même la défaite. Et puis là, écoute, c'est peut-être le début c'est un nouveau départ en tout cas, ou un départ pour Hanovre, et c'est encourageant pour eux, faut le signaler, avec des joueurs, donc Van den Bourg qui a marqué, qui a joué à Montpellier, Antonio Boua qui a joué lui aussi à Strasbourg, qui a marqué, et puis bien aidé par le tank Streleski là qui a toujours un shoot impressionnant. Et écoute, belle victoire en tout cas des Allemands. Oui, puis un match intéressant quand même dans son suspense à regarder, surtout à la fin, là, cette quatrième période, elle a été terrible. Et il y a eu un magnifique but, je pense qu'il est assez jeune, hein, je le connais pas, Lazar Vukicevic, il s'appelle, il a mis un lob quasiment du milieu de terrain, qui a surpris en fin de possession, qui a surpris tout le monde. Et voilà, des buts comme ça qui permettent de gagner en confiance. Et je pense que voilà, c'est des petits détails qui ont permis à Hanovre d'y croire jusqu'au bout, poussé par son public qui s'est réveillé à un moment quand ils ont égalisé là plusieurs fois, à 12-12 puis à 14-14. Et voilà, belle victoire d'Hanovre, et qui effectivement, je confirme, selon moi, qui fait bien les affaires de Marseille. Et enfin, donc pour clôturer cette belle soirée de Champions League, la plus belle dernier match qui restait, qui concluait donc une magnifique soirée, puisque Marseille s'impose à l'extérieur chez Barceloneta 12-11. C'était leur 7e confrontation, et jusqu'à présent Marseille dans ces rencontres-là s'était imposé qu'une seule fois. Et bien là, ça fera 2 fois, et dans pareil un très bon match avec. On sait que pour ce genre de match, il faut réunir plusieurs choses, d'avoir un bon gardien. Ça a été le cas, puisque Tesanovic a pas laissé passer beaucoup de choses. Il a été vraiment très présent dans sa cage, même si quelquefois, il y a eu quelques buts un peu compliqués. Enfin, je pense qu'il était dessus et il les a pris quand même, mais il avait été quand même assez impérial dans son but, accompagné par un très grand Nadji qui vraiment, enfin moi il m'a impressionné sur ce match, il a vraiment été extrêmement bon, puisqu'il en met 5 si je dis pas de bêtises. Et voilà, Marseille qui a creusé petit à petit l'écart, même si ça se finit qu'à un seul but. Ils ont mené, je crois, à un moment de 4 buts d'écart, mais ça je te laisserai nous le détailler, Frédéric. Mais voilà, un très bon match, une très belle victoire de Marseille qui fait du bien, qui rassure, qui va donner de la confiance pour la suite, parce que du coup Marseille est premier de sa poule. On détaillera après un peu les classements, mais avec du coup 2 matchs, 2 victoires, dont une à l'extérieur, et on sait que Barceloneta, c'est un adversaire assez redoutable, même si voilà, ils ont quand même donc perdu Granados, parti à Reco, et Perón qui a arrêté sa carrière, et ils ont récupéré Echenique et Veloto, Echenique en provenance de Reco, et Veloto en provenance du Cercle des Nageurs de Marseille. Et avant de te passer la parole, Frédéric, on a quand même une petite pointe de déception dans ce match, puisqu'on a appris la blessure de Mike Bodegas, qui va durer un petit moment. Et c'est bien dommage, donc on lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il puisse revenir rapidement dans le bassin. On avait souligné que Ferencváros avait enchaîné 40 ou 42 victoires d'affilée avant de chuter à Barceloneta. C'est dire le fief, dans le fief catalan, c'est toujours très 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 difficile d'aller s'imposer. La victoire de Marseille est très satisfaisante, très importante au niveau comptable, puisque moi j'ai pas peur d'annoncer que ce match-là assure quasiment leur qualification. Ils ont 6 points. Je les vois pas aller chuter à Hanovre. Il faudra battre Sabadell une fois et Hanovre une fois pour arriver à 12 points, les fameux 12 points fatidiques. Je pense que qu'en l'emportant là-bas, ils se sont pas assurés la première place, parce qu'il faudra quand même les battre au retour, ou en tout cas faire une défaite au pénalty ou quoi. Mais en tout cas, ce match-là
est un match référence dans l'histoire européenne. C'est un message qui est envoyé à l'Europe du polo. Tu vas pas gagner à Barceloneta, quel que soit le Barceloneta comme ça. Alors certes, ils ont perdu Granados, qui est un astre, qui est un joueur fantastique, mais ils ont privé Lotto et Echenique, donc ils n'ont pas une équipe. On rappelle quand même que c'est le champion d'Espagne, champion du pays, champion du monde. Les Espagnols ont été champions du monde cet été, donc ça, c'est une perf majuscule pour le cercle. Et puis, c'est le match qu'on attendait d'eux dans un contexte compliqué. Et puis, voilà, rares sont les équipes qui s'imposent à Barceloneta. Et Marseille en fait désormais partie. Ils arrivent à vaincre un peu ce signe indien qui les plaçait toujours un petit peu. On assimilait un petit peu Barceloneta à la bête noire. Ils s'étaient quittés sur ce score très très lourd à Malte pour le match de la médaille de bronze lors du dernier Final Four. Et puis là, écoute, un match plein. Alors effectivement, il y a ce point noir. Mike Bodegas, donc j'ai eu quelques infos par l'intermédiaire de Romain Burle. Donc c'est une désinsertion du grand pectoral. Donc je n'ai pas fait kiné ni médecine ou quoi. Donc je vais me limiter à ce qu'on m'a dit. Désinsertion du grand pectoral. Donc il avait le choix d'opération qui l'éloignait des bassins pendant 6 mois, ou le choix de la non-opération qui lui permettait de revenir début février. Donc avec une perte de puissance globale quand même. S'il avait eu 21, 22 ans, je pense qu'il serait passé sur le billard. Là, il en a 38, 39, donc un arrêt de 6 mois à cet âge-là, c'est jamais facile à négocier, c'est une décision qui est difficile à prendre. Donc il a choisi cette décision-là, donc on va pas le voir dans les bassins jusqu'à la fin du mois de janvier, début février, en lui souhaitant, comme tu l'as dit, un prompt rétablissement, en espérant qu'il se refasse la cerise, qu'il prenne un peu de repos, à son âge aussi c'est pas mal, et qu'il nous revienne frais et affûté. Et puis pour revenir au match en lui-même, tu l'as dit, hein, les pourcentages des gardiens, c'est crucial. Donc en face, il avait un client, Aguirre, hein, donc qui rate pas son match, mais qui est à 43%, ce qui est déjà une super perf. Mais Tesanovic hausse le curseur avec 54% d'arrêt. Donc, il t'arrête quand même plus d'un tir sur deux. C'est des arrêts, hein, évidemment, ne sont pas comptabilisés les blocs et ne sont pas comptabilisés les tirs sur le poteau, quoi que ce soit. Donc, quand t'arrêtes quand même plus d'un tir sur deux à ce niveau-là, quand on connaît la qualité des shooters, c'est exceptionnel. Et puis Nagy qui a pris la nouvelle recrue, qui a pris le match par le bon bout, un 5 sur 8 qui est là. Et puis écoute, autour c'est un petit peu Hugo 1 sur 4, Thomas 1 sur 4, Razovic 1 sur 5, Alexandre Bouet 2 sur 5 et puis Kalogeropoulos qui fait 1 sur 2. Ce match-là, il n'a pas été très prolifique en but, hein, on n'est qu'à 23, mais c'est des matchs à la Maillotche, à l'ancienne, j'allais dire un petit peu. Et puis Marseille fait la très très grosse, de toute poule réunie, fait la très très grosse belle affaire quand même de cette journée. Et écoute, on est super content pour eux et ils s'ouvrent les portes pour moi déjà de la prochaine. L'écrémage va se terminer et ils seront dans les 8. Ils seront dans les 8 grâce à cette victoire-là, j'en suis certain. Oui, notez quand même dans ce match, à un moment, à la fin, quand on a commencé à voir Barceloneta revenir, il restait pas beaucoup de temps, puisqu'ils égalisent à 1 minute 23, 11 partout. Vu la physionomie du match, moi je commençais à penser que peut-être effectivement on allait se diriger vers les tirs au but. Et Thomas Vernou qui avait été bien marqué jusque-là est sorti de sa boîte. Bon, il avait pris quelques tirs avant puisqu'il en avait pris 3. Et là, c'est lui qui marque le dernier but et qui, à 1 minute 11 de la fin, sur un tir, on sait que la puissance de tir qu'il peut avoir, qui le met au fond des filets et qui va permettre à Marseille de s'imposer 12-11. Donc voilà, c'était pas facile pour lui. Tout le monde maintenant le connaît, hein. Thomas Vernou, on sait de quoi il est capable. Donc il avait été bien cadenassé jusqu'à présent. Et là, sur ce dernier tir, il donne la victoire à son équipe. Je pensais que Marseille, ça allait être plus compliqué parce qu'à un moment, il pouvait prendre un écart de 3 buts avec une contre-attaque quasiment 1 contre 0, mais Aguirre est sorti et a empêché Marseille de creuser l'écart. Donc, et puis finalement, même s'ils ont égalisé, ils ont réussi à les contenir. Et je crois qu'aussi dans ce match, on a Laroumbé qui a été copieusement, avec ce joueur de Barceloneta, qui a été copieusement sifflé pendant tout le match et qui à un moment a salué le public puisqu'il a marqué un but et il s'est permis d'envoyer quelques bisous à l'assistance. On a commencé la dernière période à 9-6 pour Marseille. Donc dans un match aussi serré que ça, quand tu prends quand même un petit avantage comme ça de 3 buts, même s'il n'est pas décisif et ni définitif, il est quand même important. Et puis écoute, les Espagnols ont balayé un petit peu ce plus 3 en revenant à égalité. À une 23, donc une 23, il reste grosso modo 3 possessions.
Mais si tu rates la tienne, après tu te retrouves quand même un peu un peu dos au mur. Et puis Thomas, écoute, c'est le propre d'un shooter, puisque maintenant il est devenu un shooter, hein, il n'est pas qu'une pointe. Il est plus d'ailleurs maintenant un shooter qu'une pointe, et ça va rendre de grands services et à Marseille et à l'équipe nationale. Écoute, les grands shooters, c'est ça, ils peuvent rater avant. Il était à 0/3, et puis un shooter, c'est quelqu'un comme au basket, hein, qui a la confiance et qui, même s'il est, quand il faut mettre le shoot de la victoire, même s'il a raté avant, et c'est pas grave, c'est ce shoot là qui compte finalement, et il le met. Et puis Barcelone n'arrivera pas à égaliser, donc une victoire au penalty aurait été un très bon résultat pour Marseille, mais au vu de la physionomie du +3 début de quatrième, ça aurait été quand même une petite déception. Et puis Marseille verrouille avec ce but là, et encore une fois remporte un succès. Il faut absolument pas banaliser, hein. Tu mets 11 buts à Hanovre, tu vas gagner à Barceloneta. Marseille avance dans cette compétition en taille patron, et on sait que l'ambition, c'est d'abord d'aller au Final Four, et si c'est le cas, de faire mieux que la saison d'avant, la saison dernière. Et Marseille en prend le chemin, en tout cas pour l'instant, d'aller dans les 8. Et puis écoute, c'est un super résultat, on est très content, très fier de ça. Ouais, je confirme. Et on avait un match dans le match aussi quand même. On a eu Mounaris de l'autre côté qui répondait quasiment à chaque but de Nadji. On avait Mounaris derrière qui répliquait, et donc c'était quand même plaisant à voir, et un bon match qui se finit de la meilleure des façons pour Marseille. Donc on est très content de ce résultat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Champions League, mais il n'y a pas que la Champions League, il y a aussi l'Europa Cup qui avait lieu donc dès le jeudi. Et là, on va pas rentrer dans les détails comme on a pu le faire jusqu'à présent, parce qu'on a quand même beaucoup de matchs. Et pour commencer, donc on avait les Monténégrins de Budućnost qui recevaient Vouliagmeni, et là, victoire facile de Vouliagmeni, 17-7. Ouais, pas grand chose à dire, 10 buts, c'est logique, l'écart entre les Grecs et puis ce club du Monténégro un peu nouveau venu sur la scène européenne. Donc Vouliagmeni s'impose sans encombre. Oui, ils avaient bien attaqué avec un 4-0 pour lancer leur match. Deuxième match, on avait donc on a parlé des clubs roumains, on en a 3 entre la Champions League et l'Europa Cup. Donc là, c'était le Steaua Bucarest qui recevait Spandau qui n'était pas dans des bonnes conditions jusqu'à présent, mais qui réussit à s'imposer à l'extérieur 11-9, donc une victoire qui va leur faire du bien et qui s'est dessinée sur la première période puisqu'il la remporte 5-2. Ils perdent la deuxième 2-1, et ensuite on a un 5, sur les deux dernières périodes, on a 5-5 pour les deux équipes. Ouais, Spandau qui a été un monstre du water-polo européen, hein, qui a gagné 4 Coupes d'Europe des clubs champions dans les années 80, qui a dominé le water-polo continental dans les années 80, et puis là, qui est toujours un club présent, qui est l'illustre club allemand, et qui va s'imposer dans un match pas facile en terre roumaine. Donc, comme tu dis, qui va leur faire le plus grand bien. Match suivant, on avait les Hongrois de Szolnoki qui recevaient les Italiens de Trieste. On sait que Trieste est une bonne équipe italienne, mais là, ils s'inclinent à l'extérieur. Rien de dramatique, 16-14 contre une bonne équipe hongroise. Ouais, écoute, je voyais éventuellement une petite surprise de Trieste à l'extérieur à Szolnok. Trieste qui est une équipe du top 3-4 italien. Et puis finalement, Szolnok se sort du piège. 16-14 qui reste remettre chez lui, somme toute assez logique. Les Hongrois du BVSC accueillaient les Grecs du Panathinaikos, et victoire du BVSC 13-10, après quand même une troisième période très intéressante pour le BVSC puisqu'il la remporte 5-0. Ouais, écoute, toujours pareil, club de Budapest qui reçoit Panathinaikos qui a certaines ambitions, mais ils vont pas tout révolutionner en si peu de temps, mais écoute, polo hongrois contre le polo grec à la maison, 3 buts, pas trop surprenant, quand même pour les cheminots. Le BVSC, c'est le club des cheminots à Budapest. Ouais, mais c'était pas gagné puisqu'il y avait quand même 8-4 à la mi-temps en faveur des Grecs. Oui, qui se sont un petit peu écroulés. Alors, peut-être problème de rotation ou de fatigue ou quoi que ce soit, mais les Hongrois ont mis un gros coup de collier pour revenir et sortir victorieux de ce duel. Ah oui, les deux dernières, ils remportent 9-2, donc ils ont vraiment mis un gros coup de collier. Match suivant, Savone, les Italiens contre les Serbes de Sabac. On sait que Sabac, ça fait quelques années qu'on voit cette équipe-là au niveau européen. Et Savone, on sait que pareil, on parlait tout à l'heure de Trieste, Savone fait partie du trio italien et qui s'impose 17-12. Ouais, écoute, c'était aussi un match indécis, comme tu l'as dit. Sabac, c'est pas une équipe très très connue, mais qui a des résultats quand même assez probants. Donc Savone, par contre Savone, c'est une vraie équipe solide, organisée avec l'entraîneur Alberto Angelini. Écoute, ils sortent victorieux de ce match-là, mais c'était
un match indécis qui ces petits matchs de poule là qui se jouent à 2-3 buts, il faut toujours aller les chercher et Savone a bien réussi à se défaire de Ouais, ça match. puisque à la fin de la troisième période, il y avait 11 partout et grâce à une dernière période un peu de folie, je dirais pour Savone 6-1, ils arrivent à creuser l'écart et à s'imposer du coup facilement en fin. Duisbourg accueillait Dubrovnik, donc les Allemands contre les Croates, et victoire facile à l'extérieur des Croates entraînés par Kobechak, l'entraîneur de l'équipe de France, 18-9. Ouais, bon là, il y avait pas trop de suspense, hein. Hughes, même si c'est plus le Hughes aussi d'avant, ça reste quand même une valeur sûre. Et Duisbourg pouvait pas trop résister. 9 buts, ça fait cher quand même un peu à la maison. Mais c'est l'écart, ça reflète l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a un match Barcelone contre Dynamo Bucaresti, les Roumains. Et là, autant il y en avait 9 le match qu'on vient de dire, là il y en a 11. 22-11 pour Barcelone. Ouais, logique aussi. Logique aussi. Barcelone, c'est une équipe du top 3 espagnol contre... alors le Dynamo, c'est pas le Steaua ni Oradea, donc c'est la troisième équipe roumaine, donc je suis pas trop surpris par l'écart, la logique est respectée. Et enfin, dernier match de cette soirée, Terrassa, les Espagnols contre Solaris, les Croates, et les Espagnols qui s'imposent 16-12 après avoir mené 10-3 à la mi-temps. Ouais, là je voyais quand même un score un peu plus rapproché quand même. Bon, 10-3, c'était clair dès la fin de la deuxième, et je voyais quand même une performance un peu plus proche de Šibenik qui n'a pas réussi. Et Terrassa, qui l'emporte à la maison. Avant de clôturer cette page européenne, on va faire juste un point classement et on donnera le classement uniquement de la Champions League, sinon ça va faire un peu lourd. Donc dans le groupe A, on a Olympiakos premier, donc avec 2 matchs, 2 victoires, suivi de Radniki, 1 victoire, 1 défaite, Mladost troisième, 1 victoire, 1 défaite, donc 3 points pour ces deux équipes-là, et le Vachash qui ferme la marche avec 2 défaites et 0 points. Il a noté quand même que pour l'instant, le classement est fait suivant le goal average général, mais Mladost ayant battu Radniki, si les groupes, les points devaient en rester là, pour l'instant, le Mladost est devant Radniki. Ouais, mais d'ailleurs, si on prend la différence de but, on a -1 pour l'instant actuellement pour Radniki, 32 buts marqués, 33 encaissés, et -2 pour Mladost, 26-28, dû notamment au match contre Olympiakos, et aussi que Radniki n'avait gagné que d'1 but contre mais le goal average particulier, c'est super important. Ouais, complètement. Tu fais bien le préciser. Dans le groupe B, on a Proreco, 6 points, 2 victoires. Novi Beograd, 1 victoire, 1 défaite, 3 points. Jadran Herceg-Novi, même chose. Et Jadran Split qui ferme la marche avec 0 points. On sait que c'est un groupe compliqué. Dans le groupe C, on a Ferencváros, 2 victoires, Oradea, 1 victoire, 1 défaite, Brescia, 1 victoire, 1 défaite, et Primorac, 2 défaites. Et enfin, dans le groupe de Marseille, 2 victoires avec 6 points, Barceloneta, 1 victoire, 1 défaite, du coup 3 points, Hanovre qui a pris donc ses premiers points, 3 points également avec cette victoire contre Sabadell, et Sabadell qui devra réagir puisqu'il ferme la marche avec 0 points et 2 défaites. Ouais, le groupe de Marseille, tu peux avoir 6 points au bout de 2 journées et être accompagné d'une autre équipe qui a aussi 6 points. Mais la victoire à Barceloneta permet à Marseille d'être seul avec 6 points. Donc un très très grand pas en avant qui salue une très grande performance, je le répète, mais aller gagner à Barceloneta, c'est jamais facile, et bravo au cercle. Bravo aux joueurs, bravo au staff. Ouais, ça fait du bien. On bascule du côté des championnats nationaux et on va faire un peu à rebours. On va commencer par la Nationale 1 pour aller un petit peu plus. If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
plus vite dans cet épisode de résultats. Donc, on avait des matchs avancés. Donc, on avait un INSEP Marseille qu'on avait déjà débriefé où Marseille s'était imposé 32-6. On avait un Monaco-Saint-Jean qui s'était inversé par un Saint-Jean-Monaco et Monaco s'était imposé 14-6. Et dans la journée qui était donc ce 1er novembre, on avait La Rochelle qui recevait le Racing Club de France et malheureusement, je dirais peut-être pour La Rochelle, le promu qui perd d'un but à domicile après une séance fatale de tir au but remportée par le Racing 4-3. Ouais, c'était un match où on avait hâte un peu d'y être parce que La Rochelle pour l'instant avait affiché quelques prétentions. Bon, ils avaient battu l'INSEP, mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui vont battre l'INSEP. Mais ils étaient pas mal du tout. Et puis le Racing sortait de 2 défaites dans le Sud assez grosses. Et écoute, on voulait voir ce que le promu allait donner face au Racing. Et puis les Franciliens s'en tirent à bon compte avec cette victoire au penalty. Et La Rochelle marque quand même un point. Donc pour un promu, c'est toujours pas mal de s'étalonner comme ça et de voir quand même que ils sont pas décrochés et ils font quand même match nul contre le Racing, c'est pas mal. Ouais, le Racing qui, on sait, joue plutôt le bas de classement, donc ça fait des points. Ils seront contents aussi de prendre ces points du côté des Parisiens. Autre match, Givors qui recevait Livry-Gargan. Et Livry-Gargan qui fait une bonne opération puisqu'il s'impose à l'extérieur 15-11 après une belle troisième période remportée 6-1 alors que Givors menait à la mi-temps 8-7. Ouais, Givors qui perd mais qui réduit réduit les scores, qui prend pas des tôles et qui se débrouille à peu près bien quand même dans ce championnat, qui limite la casse. Et puis écoute, la victoire de Livry est assez logique au vu du classement déjà de l'année dernière, mais Givors a pas à rougir de cette défaite-là. Livry qui se rassure un peu compte tenu des derniers résultats. Moulins qui accueillait Arnes, là sans surprise, on sait que Arnes est une équipe difficile à jouer et même à l'extérieur, et donc Arnes qui s'impose à l'extérieur 13-4. Ouais, écoute, pas grand-chose à dire sur ce match-là, c'est complètement logique. On s'y attendait quand même, mais il faut pas se mentir, donc résultat complètement dans l'esprit de ce début de championnat. Ouais, Moulins qui va avoir une saison compliquée. Et enfin, pour clôturer cet épisode national 1, on a Mulhouse qui recevait Choisy-le-Roi, match prolifique, Mulhouse qui s'impose 21-16 avec 2 grosses périodes, donc un 9-4 sur la deuxième et un 7-3 sur la quatrième en faveur de Mulhouse, mais Choisy qui avait réagi quand même dans la troisième période avec un 6-3. Ouais, écoute, Mulhouse qui avait des matchs en retard, qui devait s'imposer contre Choisy, parce que Choisy a grimpé quand même à la quatrième, cinquième place. Donc il fallait qu'ils l'emportent, ils le font, c'est assez logique, 5 buts d'écart. Écoute, la logique est respectée, mais Choisy ne démérite pas. Et puis Mulhouse prend 3 petits points importants et grimpe au classement. Oui, Choisy qui s'accroche et qui lutte, qui fait une plutôt pas trop mauvaise saison jusqu'à présent. On verra leur parcours à suivre. On passe du côté des féminines. On a à cœur de commenter ces matchs-là aussi. Et malheureusement, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que c'est pas forcément évident de suivre le championnat. Donc là, on avait 3 matchs au programme. On avait donc un Taverny Choisy-le-Roi. Donc là, je le fais presque à rebours, puisque le match avait lieu dimanche après-midi. Et sans surprise, quoique quand même, parce que Taverny, on rappelle que Taverny a été une équipe promue de National 1. Choisy était déjà en élite la saison passée et Taverny, place forte de la région parisienne au niveau du polo féminin, qui s'impose facilement 24-8. Choisy, on l'avait dit, Choisy va être en difficulté cette année. Elles le sont. Voilà, je pensais pas quand même que l'écart allait être aussi élevé, mais écoute, Choisy va se préparer une saison quand même longue et difficile. Et Taverny prend des points logiques, mais le score est lourd quand même. Deuxième match, on avait Lille-Toulon. On espérait, j'avais fait un petit commentaire là-dessus, est-ce que Toulon allait pouvoir un peu challenger Lille compte tenu des résultats précédents des deux équipes? Et malheureusement non, Lille a fait respecter le classement et qui s'impose facilement 17-8 après une mi-temps à 10-2. Lille qui a fait valoir son statut, Lille est toujours là. Toulon certes a fait un début de saison prometteur, mais il y a un écart
un écart budgétaire, qualitatif, quantitatif énorme entre les deux formations, ce qui explique le score final. Il y avait pas de, je pense pas que Raphaël Pirat ambitionnait une victoire là-bas. Donc, écoute, le score est logique. Il y a pas trop de surprises. Ouais, après, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup l'équipe qui le joue comme ça, mais bon, prendre 10-2 à la mi-temps, c'est vrai que ça hypothèque un peu quand même les chances de match accroché par la suite. Ouais, mais tu sais, l'année dernière, on a commenté des 38-4, des 37-2. Donc, quand t'es à 38-4, t'es bien plus que 10-2 à la mi-temps. T'es souvent même à 20-2 plutôt à la mi-temps. Donc, écoute, moi, je trouve que c'est pas vilain, mais il y a un écart, mais il y a un écart sur le papier qui était encore bien plus grand. Donc, je suis pas surpris. C'est pas catastrophique pour Toulon, cette défaite. Oui, puisqu'après, brut dans le score, hein, si on prend que les résultats par période, ben après les équipes ont fait à peu près jeu égal, puisque 3-2 pour Lille dans troisième période et 4-4 dans la dernière. Donc, Ouais, ce qui montre que déjà, il n'y a pas un effondrement physique, puisqu'il y a 4-4 dans la dernière, donc c'est pas, t'as souvent des équipes comme ça qui tiennent un peu, puis qui d'un coup prennent un 8-1 dans la dernière, qui changent complètement la physionomie d'un match, parce que tu tiens, t'es sur un 14-8 qui est 14-9, et puis bah tout d'un coup tu finis à 22-10. Ça n'a pas été le cas des Toulonnaises qui tiennent le match jusqu'au bout, donc c'est plutôt, il y a pas d'écroulement, c'est plutôt pas mal. bon, à part le premier match, effectivement, Taverny-Choisy-le-Roi, où il y a quand même 2 l'écart, ben là, ça fait quand même malgré tout plaisir que peut-être l'écart se resserre et on sait la difficulté du water-polo féminin, ben, qu'on ait des écarts un peu plus serrés, que toutes ces jeunes filles et toutes ces équipes-là pourront progresser et ben, du coup aussi sur l'impact sur l'équipe nationale, on aura des résultats et des qualifications pour les prochains championnats, que ce soit européen, monde ou olympique. Dernier match de cette soirée, donc un match qui a été inversé, ça devait être Nancy qui recevait Bordeaux et là c'est Bordeaux donc qui recevait Nancy et Bordeaux qui s'impose au tir au but. On sait que ces équipes-là avaient bien bataillé l'année passée et ben là Bordeaux qui est toute contente de s'imposer donc 11-11 à la fin du temps réglementaire, 14-12 en score final, donc 3-1 au tir au but en faveur de Bordeaux. Ouais, c'était le choc de la journée. Je voyais Nancy s'imposer quand même. Et puis, alors elles reviennent pas avec rien, elles reviennent avec un petit point, ce qui est toujours un lot de consolation. Mais je voyais quand même Nancy s'imposer là-bas. Et puis, bah écoute, Bordeaux fait la bonne affaire de la journée en s'imposant contre les vice-championnes de France. Donc, c'est plutôt un bon résultat pour les Bordelaises de Saint-Bruno. Complètement, ben on espère que ça aussi, ça nous augure un championnat accroché et voilà qu'on aura de l'indécision pour ce championnat-là. On bascule du côté de l'élite pour la journée 7 et la journée 8, puisque mercredi soir, il y avait un match avancé de la journée 8, le derby 7 Montpellier et Montpellier qui s'impose 14-12. Match assez compliqué, donc puisque 7 avait fait un très gros début de match et je pensais que Montpellier allait être en grosse difficulté et il n'en a rien été puisque Montpellier s'est tout de suite ressaisi en s'imposant dans la deuxième période 7-2 et du coup en virant à la mi-temps 8-7 qui remporte le derby héroltais. Match importantissime pour les deux formations. Donc Montpellier qui doit courir après les 3 points perdus à Bordeaux, on l'a déjà dit, qui doit récupérer ces points-là puisque Bordeaux visiblement repart un petit peu dans ces matchs un petit peu avec des défaites. Donc les 3 points perdus à Montpellier vont faire pas tâche, mais ça va être difficile de récupérer ces points-là. Donc Montpellier a réussi à le faire en battant Nice dans un premier temps à Antigone d'un petit but, mais ô combien important. Et puis là, écoute, ils sont allés s'imposer à 7, ce qui est toujours, qui est jamais facile dans un derby, avec des Sétois qui prennent le match par le très bon bout, puisqu'ils mènent 5-1. Il y a eu pas mal de polémiques. Alors, je vais pas rentrer là-dedans, mais je commande juste, j'explique un peu la polémique. L'article de Monsieur Péréa, le président de 7 dans le Midi Libre. Donc, visiblement, la paire arbitrale, il y a un des deux arbitres qui est Monsieur Bourgès qui devait, si j'ai bien tout compris, arbitrer ce match-là, puis finalement a été désigné en Euroleague. Et donc, comme le match avait lieu un mercredi, il a été et le match d'Euroleague c'est les mercredis, donc il a pas pu se présenter pour ce match-là et il a été remplacé par un arbitre que j'ai déjà vu, qui est pas mal d'ailleurs, Loan Raymond, qui est un débutant, mais qui présente la particularité d'avoir été licencié à Montpellier pendant 10 saisons. Alors je ne dis pas qu'il s'est passé quoi que ce soit, mais effectivement ça ouvre la porte
et la boîte de Pandore, j'allais dire, à toutes les polémiques possibles. Et je pense que la fédération, pour s'éviter ce genre de polémique-là, aurait pu désigner, il y a des arbitres, aurait pu désigner un autre arbitre que quelqu'un ayant porté les couleurs de Montpellier. Alors, je sais pas d'exemple comme ça, mais on n'imagine pas trop Tibor Varga arbitrer Saint-Jean et on n'imagine pas trop des arbitres de clubs comme ça arbitrant les clubs dans lesquels ils ont officié. Donc, je dis pas que c'est ça qui explique la défaite de 7, mais en tout cas, il y a eu une polémique autour de ce match-là et la raison en est celle-ci. Oui, ce match qui pouvait susciter débat et comme tu l'as bien dit, Seth qui avait qui avait vraiment pris les choses comme il fallait, notamment grâce à l'ancien Montpelliérain Vasine qui s'est bien illustré, notamment à la pointe, en mettant 2 beaux buts d'ailleurs. Et ça s'est arrêté là pour lui au niveau du scoring, mais dommage que on n'ait pas eu quelque chose de plus accroché. Alors côté Montpelliérain, à noter quand même, on avait parlé de la musture dépendance de Montpellier. Là dans ce match-là, il ne marque pas de but, il prend 3 exclusions par contre. Et Montpellier qui a quand même réussi à s'imposer grâce à un autre artilleur de service qui est Palantal Irmes, qui en met 5 quand même dans ce match, accompagné de Krekovic et Vix, les 2 anciens Rémois, 3 buts chacun. Et Marcel Spilaert qui en met 2 et enfin Darko Stojanovic qui en met 1 aussi. Et Pali Hermes qui est passé par Nice, joueur très sympathique et comme tout Hongrois qui se respecte, qui a un très bon shoot. Donc qui supplée. Il n'a pas besoin que Moustour soit 0 but pour mettre des buts, mais il supplée bien. C'est toujours quelqu'un qui a une ligne de stats en attaque importante. Et puis là, ces 5 buts sont fondamentaux dans ce match-là. C'était un match qui pouvait rapprocher l'une ou l'autre équipe du top 4, puisque Marseille, Strasbourg, Aix semblent bien accrochés et seront accrochés à ces 3 premières places-là. Et puis, écoute, après, il faut réussir à se faufiler. Et ces matchs-là sont des matchs très importants. Donc, Montpellier fait la très, très bonne opération de la journée. Et puis, rattrape encore une fois ses points perdus. Donc tant mieux pour eux. Oui, cette victoire les repositionnait effectivement en position 4 avant, du coup, la journée 7, puisque ce match-là, je rappelle, était compté pour la journée 8. Et juste pour les buteurs côté sétois, on avait eu un bon Tom Sauton, notamment en première période, qui en met 2, Lopino qui en met 1, Tomic qui en met 2, Vasine 2, on l'a dit. Et là, on a aussi Radojevic là, qui en met 4 côté sétois. Donc c'est la première fois qu'il en met autant, il me semble, pour 7 dans les matchs depuis le début. Et Mouredou qui s'est quand même illustré, mais un peu moins à la fête, puisqu'il n'en met qu'un par rapport au match précédent où il avait mis 3 ou 4 buts, il me semble. Donc victoire importante et comptable aussi importante pour Montpellier. Et on sait que les derbies, 7 Montpellier, c'est toujours important pour ces équipes-là. Du coup, on revient à la journée 7 qui se déroulait entre samedi et dimanche, puisque dimanche, il y a eu un match pour finir cette journée. Et on a, pour commencer, on avait donc 7 qui se déplaçaient à Nice, donc qui avait perdu 2 buts à domicile, et là qui s'impose d'1 but à l'extérieur, 15-14. Ouais, 7 qui jouait une grande partie quand même de sa saison sur cette semaine, parce que en cas de défaite à la maison contre Montpellier, ce qui a été le cas, et de défaite à Nice, tu repartais d'une semaine avec 0 points contre des équipes contre lesquelles tu vas lutter, comme on l'a dit, pour entrer dans le top 4. Écoute, les très belles réactions quand même des Sétois qui inversent la tendance et qui s'imposent à Nice. Nice qui vient à contrario, qui était bien parti dans cette saison en ayant battu les 2 promus Bordeaux et Douai à Douai, et puis qui trébuche de peu à Montpellier, mais qui perd à la maison dans ce match aussi crucial contre 7. Donc c'est un coup d'arrêt pour les Niçois qui restent bloqués à 6 points. Écoute, 7 qui fait la belle affaire de s'imposer comme ça sur la Côte d'Azur et de repartir et c'est toujours évident, ça a été un coup d'arrêt quand même cette défaite à la maison. C'est pas toujours facile d'enchaîner 3 jours après à l'extérieur sur un déplacement dans un match au couteau. Et puis écoute, ils s'imposent, ils ont pas réussi à museler Balache quand met 6, mais le reste ils l'ont bien fait et ils s'imposent, j'allais dire de manière quand même assez logique au vu du match, qui les propulse dans ce top 4 du championnat. Oui, si on prend juste les scores par période, le match s'est joué en première période puisque 7 avait pris l'avantage d'un but 5-4 et toutes les autres périodes se sont
fait 4-4, 2-2, 4-4, donc voilà, nul sur les trois autres périodes, même si ça veut pas dire que c'est le déroulé du match, mais à la fin de la période, en tout cas, les équipes ont marqué le même nombre de buts. Et 7 qui a été porté par un très bon Deby qui marque 5 buts, hein, ancien Rémois aussi. Vassine 1, Radojevic 2, Muredu 1 à nouveau, Lopino 1 et puis Tom Sauton qui est assez en forme aussi puisqu'il en met 3 dans ce match-là. 7 qui réussit à s'imposer et Nice qui perd ses deux derniers matchs d'un but, hein. À Montpellier on l'a dit d'un but et là à domicile d'un but également contre l'autre équipe héroltaise. Ouais, quand Reims avait eu ses difficultés, j'avais été surpris que, alors pas Marseille ou Strasbourg évidemment, ou même Aix, mais que les autres clubs se jettent pas un peu sur Deby parce que c'est un joueur intéressant. Et puis, Seth a flairé le bon coup en le faisant venir. Et puis, écoute, il leur a donné raison dans un match capital. Il suffit pas de marquer des buts contre Bordeaux, contre Douai. Il faut aussi être décisif dans les matchs décisifs. Il l'a été. Et donc, écoute, très précieuse victoire j'allais dire des Dauphins. Très précieuse victoire des Sétois à Nice et qui confirme leur bon début de saison. Ça va être un mano à mano dans ces matchs-là, un coup à toi, un coup à moi. Cette écoute fait la très belle opération. Complètement, ils ont bien réussi à se ressaisir parce que ça n'a pas dû être facile de se remettre de cette défaite contre Montpellier. Autre match, Bordeaux qui recevait le Pays d'Aix natation et avant de donner un petit peu le déroulé du match, je tiens quand même si bon, je pense que ça peut s'améliorer, mais je tiens à saluer Bordeaux qui a fait des tests et qui a diffusé du coup à la fois le match de l'élite, les matchs de l'élite, puisque que ça soit masculin ou féminin, ils avaient regroupé les matchs et ils ont diffusé les deux matchs sur YouTube. Donc maintenant, il y a pas mal de matchs qu'on peut suivre sur YouTube. Donc pareil, je vous encourage à vous abonner à ces chaînes de clubs. Comme ça, vous pourrez suivre les matchs vous pourrez suivre un peu les matchs justement du championnat. On sait que c'est suffisamment compliqué. Je pense que du coup, ça montre bien aussi la fin de Sporthall, la fin de cette fameuse ligue Évolution, malheureusement. Donc voilà, chacun prend ses initiatives et diffuse les matchs chacun de son côté. Et malheureusement, c'est pas encore uniforme, mais c'est quand même à souligner de pouvoir quand même avoir des images des matchs de polo. Pour revenir sur le match Aix qui s'était déplacé uniquement avec 12 joueurs, et Aix qui s'impose facilement 20-9. Bordeaux, qui a un peu résisté en première période, puisque 4-3 uniquement en faveur du Pays d'Aix. Mais l'expérience aixoise a pris le dessus et il s'impose facilement dans ce match-là du côté de la Gironde. Ouais, écoute, écart d'effectifs, écart de talent, écart de budget, écart un peu de tout. Et ça, plus ça, ça fait un écart au score de 10 buts. Donc, écoute, victoire sans trembler des Aixois, il y a pas grand-chose à dire. C'est une victoire prévisible, on va pas se mentir, même si les Bordelais s'accrochent et essayent de faire bonne figure. La marche est trop haute pour eux sur un candidat au top 3. Oui, puis une petite prise de position des jeunes aixois quand même, puisqu'on a Scorletti qui met un but, si je donne que les jeunes, Alexis Draé, 3 buts, Fernandez, 1 but, Moutet, 1 but, le jeune Lena, donc en provenant du cercle, 5 buts. Voilà, après, ils sont accompagnés de Cavano, 3 buts, Ogara, 2 buts, qui j'ai oublié, Utmaz, 1 but, et Bachelier, 3 buts. Ouais, Christophe, je mets juste un bémol, quand t'as 23 ans, t'es plus un jeune. Drae et Lena, alors ils remplissent des grands services. Hein. J'observe la saison de Matteo Lena qui met ses 2-3 buts par match, mais pour moi, t'es plus considéré comme un jeune quand t'as 22-23. T'es pas un vieux, évidemment, mais pour moi, un jeune, c'est 17-18 ans. Drae, ça fait longtemps qu'il est là maintenant, donc après, tu sais, c'est vraiment ces matchs-là où quand t'es en panne un peu au scoring, c'est ces matchs-là où tu dois un petit peu te montrer dans des défenses qui sont moins qualitatives que le reste du plateau. C'est ces matchs-là où tu dois marquer un petit peu et ouvrir tes lignes de stats. Donc c'est somme toute assez normal. C'est des matchs où le score est fait assez rapidement, donc où ils ont du temps de jeu supplémentaire. Donc c'est normal que dans ces matchs-là tu te mettes à scorer. Ouais, puis côté artilleurs bordelais, un peu toujours les mêmes, je vais donner que les deux principaux notamment, c'est Vanillé, donc l'homme un peu en forme du côté bordelais avec 3 buts et l'italien Barella qui en met 2.
Troisième match de cette soirée, donc même si ce match-là s'est déroulé le dimanche, mais on garde le choc du championnat pour la fin. Donc on avait Taverny qui recevait Douai, et victoire de Taverny 17-12, malgré une bonne première période de Douai remportée 5-4, mais Taverny a su remporter les 3 autres périodes. 5-3, 4-1, 4-3, et donc ce qui nous mettait quand même à la mi-temps sur un 9-8 pour Taverny. Belle diffusion aussi, tout à l'heure je parlais de la diffusion de Bordeaux, là on a une belle diffusion du côté de Taverny, donc pareil, qui a groupé ses matchs, et on pouvait voir donc le Taverny Choisy-le-Roi aussi côté féminin. Donc si ça doit se reproduire, je vous invite aussi, pareil, à suivre la chaîne sur YouTube de Taverny si vous voulez suivre les matchs qui s'y déroulent. C'est toujours intéressant. Et Taverny, on l'avait dit, qui était sans victoire jusqu'à présent, qui n'avait pas encore rencontré les promus, ça y est, ils ont rencontré Douai et ils ont fait le job en s'imposant 17-12, dans un match j'ai trouvé extrêmement mou. Ça change, alors je veux pas tirer sur ces équipes-là, mais c'est vrai qu'en sortant de la semaine européenne qu'on a eue, basculer sur ce match-là, c'était un peu compliqué. Pas beaucoup de rythme, pas beaucoup de passes correctes, donc ça reste assez faible, mais bon, Taverny qui a fait le job en s'imposant contre le promu Douai. J'avais dit que le classement de Taverny, il fallait quand même tenir compte de leur calendrier, et que ils avaient ce classement-là aussi, et surtout parce qu'ils avaient que 4 matchs, et dans les 4 matchs ils avaient rencontré ni Bordeaux ni Douai, pour ne citer que eux deux, donc les deux promus, et qu'à la faveur de résultats favorables, ils pouvaient grimper assez rapidement. Écoute, ils ont déjà fait la moitié du chemin en battant assez logiquement et nettement quand même, plus 5 les Douaisiens, donc ils marquent leurs 3 premiers points. S'ils font de même contre Bordeaux, ils seront à 6, et donc ils récupéreront, ils passeront déjà devant Bordeaux et devant Douai, et puis ils rejoindront vraisemblablement Nice. Donc écoute, victoire logique, c'est là que tu vois l'écart quand même qu'il y a entre la N1 et l'élite. Donc Taverny, qui avait fini dernier de tous les exercices précédents, qui met quand même 5 buts à l'équipe qui dominait, j'allais dire un peu outrageusement, la N1. Donc écoute, très bien, Taverny qui ouvre son compteur de manière logique. J'avais prévu cette victoire-là, et puis charge à Taverny de doubler la mise contre Bordeaux et de remonter grandement au classement. Oui, on fera un petit point classement pour finir cet épisode, même si on sait que les équipes n'ont pas toutes le même nombre de matchs, mais ça donnera un peu quelques positions. Et donc pour finir cette soirée élite, duel du premier contre le deuxième, les deux seules équipes invaincues jusqu'alors. Marseille qui accueillait Strasbourg, et un match qui était pas forcément très plaisant à regarder quand même dans l'absolu, j'ai trouvé. Je me suis un peu ennuyé quand même dans ce match par rapport à la qualité des prestations, et donc Marseille qui s'impose sur le fil 18-17, un petit peu comme contre Barceloneta. Le sauveur, c'est Thomas Vernou qui n'avait pas mis trop de buts jusqu'alors, en tout cas qui avait pris pas mal de tirs qui n'étaient pas en réussite, et là le dernier but, celui qui compte le plus et qui donne la victoire, a été inscrit par Thomas Vernou. À noter quand même dans ce match une équipe remanié côté du Cercle des Nageurs de Marseille, donc qui était sans Tessanovic, sans Hugo Crouzilla, sans Spajic, toujours blessé, sans Bodegas, on l'a dit, qui à nouveau qui est blessé lui aussi. Et du coup, le capitaine de cette soirée était Thomas Vernou, donc qui a pris ses responsabilités en tant que capitaine pour inscrire ce but. Strasbourg qui était venu avec un plan de jeu, qui a quand même réussi à faire déjouer on va dire le rouleau compresseur que peut être Marseille, même si Marseille, après la débauche d'énergie qui avait été faite du côté de Barcelone, se remettre dans le championnat, c'est jamais facile. Ils ont assuré l'essentiel effectivement avec cette victoire. C'était pas gagné compte tenu de la physionomie du match, puisqu'on a eu quand même l'artilleur principal Gardasevic qui a été omniprésent dans ce match-là, accompagné par aussi Vitran, les deux hommes vraiment en forme du côté strasbourgeois, accompagné aussi par Furman qui a été bon dans ce match.
Marseille qui, malgré ça, a petit à petit un peu creusé l'écart, mais Strasbourg n'a jamais lâché. Ils ont même égalisé, puisque on a vu que c'est Thomas Vernou à la fin qui marque le but. Mais voilà, à 13 secondes de la fin, quand même, Vitran a égalisé avant que Vernou prenne ce fameux tir. Frédéric. Alors, je te trouve un peu dur dans la qualité du jeu. Alors, il y a plusieurs angles de vue sur ce match-là. On se rappelle que l'année dernière, quand Strasbourg s'est déplacé à Marseille, ils sont revenus avec un 19-3. Donc un 19-3, c'est quand même assez difficile à commenter. Là, alors Olivier Chandieu avait fait déplacer ses troupes, même pas la veille. Ils sont venus le jour même. Je dis pas que Strasbourg avait pas d'ambition, mais donc ils sont venus comme ça, donc toujours sans Micic, on l'a déjà dit. En face, donc on l'a rappelé, Mike Bodegas s'est blessé, donc on l'a dit à Barceloneta. Hugo Crouzilla, une petite alerte le matin sur la mise à l'eau à l'épaule, et donc ils ont préféré le laisser au repos. Ce serait un peu bête de gâcher ou d'aggraver des potentielles blessures en vue des matchs de la Champions League. Donc Hugo a été mis au repos. Et puis dans l'optique de faire jouer 4 étrangers dans le jeu, Milos Stepanovic a choisi l'option de mettre Tesanovic, le gardien, au repos aussi. Donc ça met aussi un peu en lumière le résultat final, parce que là tu perds 3 pièces maîtresses quand même de ton effectif, mais malgré tout, je voyais quand même Marseille s'imposer un peu plus facilement. Alors j'allais dire, le piège était tendu, puisque l'année dernière, sur le match retour, Marseille sortait d'un déplacement en Coupe d'Europe et était allé, il me semble, directement à Strasbourg, et c'est le fameux match qu'ils avaient perdu au penalty. Là, cette année, écoute, il y a un pic de forme, de performance et d'adrénaline à Barceloneta, qui tu lâches de la gomme quand même entre le déplacement et tout ça. C'est des matchs de très haute intensité. Et puis là, écoute, Strasbourg, qui avait pas grand-chose à perdre, est resté au contact, même si Marseille a été toujours grosso modo à +2, +3, voire même à un moment donné à +4. Strasbourg s'est pas démobilisé et a réussi à recoller à chaque fois, et a tellement bien recollé qu'ils prennent l'avantage 16-15 quand même. Donc, on a vu à un moment donné, je veux pas dire le hold-up, mais la surprise se profiler. Et puis, comme tu l'as dit, on pensait qu'on allait à nouveau se diriger vers les pénaltys. Puis suite au but de Vitran, et puis Thomas Vernou qui donne la victoire à son équipe. Écoute, le bilan comptable de Marseille, ils sont allés gagner à Barceloneta, ils ont battu Strasbourg, le plus gros rival qu'ils auront en championnat cette année, à la maison. Donc eux, ils sont satisfaits de leur de victoire. Mais je pense qu'Olivier, même s'il aura peut-être Olivier Chandieu, même s'il aura peut-être quelques regrets sur ce match-là, parce que la victoire à un moment donné leur tendait les mains, écoute, en tout cas, ils sont au contact avec Marseille. Un match fait pas l'autre, hein. Ça veut pas dire que la prochaine fois qu'ils les rencontreront, ça se terminera sur le même score. Mais en tout cas, alors même si des fois la qualité de jeu est pas peut-être au rendez-vous, mais au moins il y avait le suspense, un sacré suspense, et on pensait quand même cette année que notre championnat allait en être dénué. En tout cas, pour ce qui concerne Marseille, écoute, moi, je tire mon chapeau à Strasbourg, qui au moins nous fait vivre un championnat vivant, et c'est important aussi. Non, je te rejoins sur le suspense de ce match, hein. Ça, c'était indéniable, et au contraire, ça, c'était intéressant pour les spectateurs et téléspectateurs qui ont pu suivre ce match, aussi diffusé sur YouTube, sur la page du Cercle des nageurs de Marseille. Mais voilà, quand il y avait quand même deux salles, deux ambiances entre le match à Barceloneta et le match contre Strasbourg, côté marseillais, hein. Je pense dans la qualité des passes, dans la qualité des tirs, même si voilà, si on regarde les statistiques, Vernou malgré tout marque 4 buts, Nadji en met 3, Drazovic 2, Boué 2, d'ailleurs un très beau, Canovas qui n'avait pas joué en Coupe d'Europe contre son ancien club en met 2, Kalogiropoulos pareil, Gadamassi 2, donc je crois que c'était peut-être sa première apparition, peut-être même en championnat, je sais plus s'il avait fait le match avant ou pas. Mais bon, avec l'absence de Bodegas et Spajic, il fallait qu'il soit là, bien évidemment, donc heureusement qu'il fait partie de l'effectif marseillais. Audouin de Rivière, qui est rentré assez vite quand même en deuxième pointe, alors que Canovas a mis du temps à rentrer dans le match. Après, bon, il a été précieux en niveau attaque, même si on sait que voilà, la défense c'est pas encore son fort. Il a besoin de progresser à ce niveau-là. Mais voilà, Strasbourg qui a joué quand même sa chance, hein, dans tous les cas. Le résultat il est ce qu'il est avec l'équipe qui est en face, et ils n'ont pas démérité par rapport à ça. Et plusieurs fois quand même, les jeunes aussi strasbourgeois ont été lancés dans la bataille
par Olivier Chandieu plusieurs fois. Je vois notamment Valletta, le jeune Valletta là qui a 18 ans, qui vient de Malte, qui était dans la bataille. Voilà, et les hommes en forme. Gardasevic, on l'a dit, il en met 7 quand même dans ce match-là. Donc il a été plutôt inarrêtable. Bon, on avait dit aussi que par rapport à l'épisode précédent, quand par exemple, notamment du côté de Douai, on laissait Michel un peu tout seul et les autres, on les muselait. Là, lui, il n'a pas du tout été muselé. Et même un peu muselé, il a été présent, et il a mis d'ailleurs un très joli but aussi en zone plus à un moment sur un lob. C'est pas évident de mettre un lob en zone plus. Ça a été fait. Et il en met Christophe, il en met 8 à Aix, il en met 7 à Marseille. Donc c'est quand même un joueur qui compte. Qui fait plus que compter, même un artilleur de choix pour maintenant les défenses défendent quand même assez souvent soit en M, soit à l'intérieur, parce que on veut pas être trop sanctionné par les exclusions en pointe. Et quand tu as des shooters comme ça qui te mettent 15 buts en 2 matchs sur les premiers du championnat et troisième du championnat, c'est quand même très important. Alors Marseille avait le vrai match à gagner pour eux. Alors ils ont gagné les deux, mais le vrai match à gagner pour eux, la vraie perf, c'était à Barcelona. Et puis tu sais, tu me parles de la Champions League, mais c'est comme quand tu regardes un Fenerbahçe Monaco en Euroleague, ou de basket, ou un PSG, je sais pas, un PSG Real Madrid en Champions League. C'est sûr qu'après tu retournes en championnat. Là, la Coupe d'Europe, c'est une atmosphère particulière, et quand tu repasses en championnat, t'as toujours l'impression d'être un peu déçu. Mais moi je trouve, j'ai trouvé un match très intéressant, agréable à regarder, et un vrai challenger, Strasbourg, qui a poussé les Marseillais dans leur dernier retranchement. Ça leur fait du bien aussi à Marseille, parce que d'être habitué à jouer des matchs trop faciles en championnat, quand tu arrives en Coupe d'Europe, ils ont besoin de ce stimuli comme ça, d'incertitude en championnat pour pouvoir performer en Coupe d'Europe. Donc non, moi j'ai trouvé ça très très bien. Après, très très bien sur la manière. Après, je te dis, moi, peut-être j'ai trop regardé le match de Champions League, et tu t'es habitué au foie gras, Christophe. Tu veux plus la petite mousse de canard de temps en temps avec un bon petit pain, c'est pas mauvais, mais tu t'es embourgeoisé, donc mais moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. Non, mais je reconnais. Mais en tout cas, voilà, c'était mon sentiment sur ce match-là. Et pareil, Marseille qui met quand même les moyens d'une diffusion correcte, avec les deux commentateurs attitrés, Frédéric Odon et Mishka Idzinski. Puis toujours les petites blagues de Fred Odon sur son équipe. Marseille qui a fait l'essentiel, et qui s'impose, et qui du coup reste invaincu pour l'instant dans ce championnat, contrairement à Strasbourg qui suit sa première défaite. Donc du coup, un petit point sur le classement que j'ai annoncé. On a toujours Strasbourg qui reste en tête au nombre de points, 18, parce que ils ont 7 matchs, contrairement à Marseille qui n'en a que 5, et du coup qui a 15 points. En troisième, on a le Pays d'Aix avec 12 points, 4 victoires, 2 défaites, suivi par 7 avec 7 matchs aussi. J'ai pas dit Aix à 6 matchs, 7 à 7 matchs, 4 victoires, 3 défaites. Montpellier qui est à l'égalité, 6 matchs, 3 matchs victorieux, 3 matchs défaites. Nice suit à la 6e position, 2 victoires, 4 défaites avec 6 points. 3 équipes avec 3 points, avec une victoire et des défaites différentes suivant le nombre de matchs. Donc Douai avec 5 défaites pour 6 matchs, Taverny 4 pour 5 matchs, et Bordeaux qui ferme la marche pour l'instant avec 5 défaites et une différence de but de moins 43. Ouais, vivement, Christophe, que toutes les journées soient jouées pour que le classement soit uniforme et qu'on ait un peu plus une lecture un peu plus facile, parce que t'as aucune équipe grosso modo qui a le même nombre de matchs, donc ça permet pas une lecture trop précise. Donc vivement que tout le monde soit au même nombre de matchs, qu'on puisse avoir un vrai classement plus lisible. Ouais, tout à fait. Et avant de clôturer cet épisode, la journée 8 qui sera amputée donc du derby héroltais, puisqu'il a déjà eu lieu. Et nous aurons donc les matchs à venir. On aura Pays d'Aix qui recevra Nice le samedi 8 novembre, Douai qui recevra Marseille, Bordeaux qui recevra Taverny, donc un match à suivre. Est-ce que Bordeaux sera en mesure de prendre l'avantage à domicile, ou Taverny confirmera son statut d'équipe d'élite contre le promu bordelais? Et oui, une belle journée en perspective également.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette semaine qui vient de passer. On espère que vous aurez été au bout de cet épisode et on se donne rendez-vous mardi prochain. À bientôt. Merci, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.